Bonjour esprit curieux, bienvenue dans ce voyage intellectuel. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser pourquoi? Peu importe ce que vous faites, vous avez toujours l'impression que ce n'est pas suffisant. Comme si vous couriez sur un tapis roulant sans fin, poursuivant un objectif qui s'éloigne de plus en plus. Cette sensation d'épuisement perpétuel n'est pas une défaillance personnelle. Aujourd'hui, nous allons démanteler l'un des mythes les plus dangereux de notre ère, l'idée que la productivité constante est synonyme d'une vie précieuse. Nous verrons comment cette obsession est devenue une sorte de religion séculière qui nous empêche de réaliser quelque chose de fondamental, le simple acte d'être, d'exister sans avoir besoin de justifier notre présence par des résultats. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer la façon dont vous voyez votre travail, votre repos et votre propre identité. La question que nous devons nous poser n'est pas comment être plus productif, mais pourquoi ressentons-nous l'obligation de l'être en premier lieu, même pendant notre temps libre? La réponse est troublante. Autrefois, l'exploitation venait d'une figure externe, un patron, un contremaître dans une usine. C'était une structure claire, le travailleur contre le système. Mais notre société a évolué d'une manière beaucoup plus subtile et perverse. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'un surveillant pour nous ordonner de travailler plus dur. Nous sommes devenus nos propres bourreaux. Les philosophes et sociologues modernes appellent cela la société de la performance. Dans ce nouveau paradigme, nous ne sommes pas opprimés par d'autres, mais nous nous exploitons nous-mêmes volontairement. Nous croyons que nous le faisons par choix, par dépassement de soi, pour atteindre le succès. Mais en réalité, nous obéissons à un mandat social invisible et très puissant. Le mantra est « tu peux tout faire ». On nous vend l'idée que nous sommes les entrepreneurs de notre propre vie, optimisant chaque seconde pour un rendement maximal. Le problème est que lorsque l'exploiteur et l'exploité sont la même personne, la rébellion devient impossible. Comment vous déclarez-vous en grève contre vous-même? C'est un piège psychologique parfait. Cette auto-exploitation est beaucoup plus efficace que l'exploitation traditionnelle. Elle fonctionne avec un vernis de liberté. On ne se sent pas forcé, on se sent motivé. La fatigue résultant de ce processus n'est pas perçue comme de l'oppression, mais comme un accomplissement. Être épuisé est devenu un symbole de statut, une médaille de mérite dans la guerre de la productivité. La technologie joue un rôle crucial dans ce système. Votre smartphone n'est pas seulement un outil de communication, c'est un bureau portable, une usine dans votre poche qui ne ferme jamais. Les notifications, les emails à des heures indues, la pression d'être toujours disponible ont complètement effacé la frontière entre le travail et la vie. Nous n'allons plus au travail, nous sommes le travail. Nous vivons dans une sorte de panoptique numérique, une prison circulaire où nous nous surveillons tous, affichant nos vies productives sur les réseaux sociaux, rivalisant pour savoir qui est le plus occupé, qui optimise le mieux son existence. C'est une compétition sans fin et sans gagnant, seulement avec différents niveaux d'épuisement. Cette culture a un coût très élevé pour notre santé mentale. Le résultat direct de cette pression constante est le syndrome d'épuisement, connu sous le nom de burn-out. Ce n'est pas une simple fatigue, c'est un épuisement émotionnel, physique et mental profond. C'est l'effondrement de l'individu sous le poids de ses propres exigences. C'est l'âme qui crie « halte ». Ce que les études en psychologie du travail révèlent est alarmant. La dépression et l'anxiété ont explosé au cours des dernières décennies et de nombreux experts le lient directement à cette culture de la performance. La pression d'être positif et proactif tout le temps nous empêche de traiter les émotions négatives, créant une tempête parfaite en nous. Nous avons perdu la capacité de contempler, de nous ennuyer. L'ennui, qui a historiquement été le berceau de la créativité et de la réflexion profonde, est maintenant perçu comme du temps perdu, comme un échec dans notre planification. Nous remplissons chaque seconde libre de stimuli, de podcasts de développement personnel, de vérification d'emails, de tout ce qui semble productif. Pensez-y un instant, quand avez-vous fait absolument rien pour la dernière fois sans vous sentir coupable, sans penser à ce que vous devriez être en train de faire? Cet espace, ce vide, est précisément là où la vie se passe vraiment. C'est là que nous nous connectons à nous-mêmes, que surgissent les idées authentiques, là où l'âme peut respirer. La société de la performance nous transforme en machines à produire, mais nous prive de notre humanité. Elle nous éloigne des rituels, des communautés, des relations qui n'ont pas de but utile. L'amour, l'amitié, le jeu, l'art, tout ce qui donne un sens à la vie est menacé parce qu'il ne génère pas de rendement mesurable. Même le repos a été marchandisé. Nous ne nous reposons plus, nous optimisons notre sommeil avec des applications. Nous ne nous relaxons plus, nous pratiquons la pleine conscience, comme une technique de plus pour améliorer notre performance future. Le loisir est devenu une autre tâche, un autre projet d'auto-amélioration. Maintenant, la partie la plus profonde et la plus révélatrice de tout cela est le pourquoi. Pourquoi ce système est-il si dominant? Parce qu'un individu constamment occupé, concentré sur sa propre performance et sa propre culpabilité, est un individu docile.
Il n'a ni le temps ni l'énergie mentale pour remettre en question les structures de pouvoir. Un citoyen épuisé ne proteste pas, ne s'organise pas, n'imagine pas d'avenir alternatif. Il cherche seulement la prochaine dose de dopamine que lui procure l'achèvement d'une tâche, le prochain like à sa publication sur sa dernière réussite. C'est la forme de contrôle social la plus efficace jamais inventée, car elle est presque invisible et auto-administrée. La véritable subversion, l'authentique rébellion dans la société de la performance n'est pas de travailler plus intelligemment, ni de trouver une nouvelle méthode de gestion du temps. La véritable rébellion est d'oser ne rien faire. C'est de revendiquer le droit à l'inutilité, à la contemplation, au silence. Alors, comment pouvons-nous commencer à échapper à ce piège? La première étape est la prise de conscience. Comprendre que votre épuisement n'est pas un échec personnel, mais le résultat attendu d'un système conçu à cet effet. Vous libérer de la culpabilité est le premier et le plus important acte de résistance. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes surchargé. La deuxième étape est de créer des espaces sacrés de non-productivité. Des moments dans votre journée ou dans votre semaine où l'objectif est de ne pas avoir d'objectif. Se promener sans but, regarder par la fenêtre, écouter de la musique sans rien faire d'autre. Au début, vous vous sentirez mal à l'aise, anxieux. C'est l'addiction à la performance qui parle. Vous devez réapprendre à être avec vous-même. Cela ne signifie pas abandonner vos objectifs ou vos responsabilités. Cela signifie redéfinir le succès. Peut-être que le vrai succès n'est pas d'avoir une boîte de réception vide, mais un esprit en paix. Peut-être que ce n'est pas d'optimiser chaque minute, mais de profiter pleinement de quelques moments sans aucune pression externe ou interne. La prochaine fois que vous vous sentirez coupable de vous reposer, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas paresseux, vous réalisez un acte politique. Vous défendez votre humanité face à un système qui veut vous transformer en robot. Votre repos est une forme de protestation silencieuse mais puissante. En résumé, l'obsession de la productivité est une cage dorée. Elle nous promet succès et épanouissement, mais nous livre épuisement et un profond vide existentiel. Nous sommes devenus les esclaves d'une idée que nous nourrissons nous-mêmes chaque jour. Il est temps d'arrêter la roue, ne serait-ce que pour un instant. Un grand merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion si nécessaire. J'espère qu'elle vous a donné une nouvelle perspective sur la pression que nous ressentons tous. Ce fut un plaisir de partager cet espace et ces idées avec vous. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines analyses profondes. Et maintenant, je vous demande, quelle est votre façon de vous rebeller contre la productivité? Partagez votre approche dans les commentaires. Rappelons que le mot « école » vient du grec « scrolle » qui signifiait à l'origine « loisir » ou « temps libre ». C'est pendant le temps libre d'obligation que naissait la pensée, la philosophie, l'art. Nous avons complètement inversé le sens, transformant l'apprentissage et la vie en une obligation constante. Le système promeut un type de positivité toxique. On nous dit que nous devons aimer ce que nous faisons, que nous devons trouver notre passion et la transformer en travail. Cela semble inspirant, mais en pratique, cela signifie que le travail colonise les dernières aires de notre vie qui étaient à l'abri, comme nos hobbies et passions. La fatigue est le symptôme d'une société qui a effacé le négatif. Nous refusons d'accepter la douleur, le conflit, l'ennui, l'échec. Nous voulons une vie propre, optimisée, sans friction. Mais une vie sans négativité n'est pas une vie humaine, c'est une existence artificielle. C'est la vie d'un avatar dans une simulation. Pensons à la nature. Un arbre ne essaie pas de pousser plus vite, il pousse simplement. Une rivière ne s'efforce pas de couler, elle coule simplement. Il y a un rythme, un cycle d'activité et de repos. Notre société a déclaré la guerre à ce cycle naturel, exigeant une croissance infinie et une activité incessante, ce qui est, par définition, insoutenable. La transparence est devenue un impératif. Nous devons tout partager, nos réalisations, nos processus, nos routines matinales. Nous sommes comme des produits en vitrine, évalués constamment pour notre efficacité. Cette exposition totale nous prive de l'intimité, du mystère, de l'espace intérieur nécessaire à la connaissance de soi. Ce phénomène est connu sous le nom de tyrannie de la visibilité. Quand tout doit être visible, quantifiable et communicable, nous perdons les subtilités de l'expérience humaine. Tout ce qui compte ne peut être mesuré. Comment mesurez-vous la valeur d'une conversation profonde, d'une caresse ou de regarder un coucher de soleil en silence? Le système ignore ce qu'il ne peut pas quantifier. Le multitâche est un autre des grands mythes. Nous nous enorgueillissons de faire plusieurs choses à la fois, mais les neurosciences sont claires à ce sujet. Ce que nous savons des scanners cérébraux, c'est que le cerveau ne réalise pas plusieurs tâches complexes simultanément. En réalité, il passe rapidement de l'une à l'autre, perdant concentration, profondeur et efficacité. Le multitâche est une pratique qui nous entraîne à la superficialité. Nous nous habituons à une attention fragmentée, incapable de la concentration profonde que requiert la pensée critique, l'empathie ou la création artistique.
Nous créons une société de penseurs larges mais très peu profonds, sautant d'information en information sans rien assimiler. Le langage que nous utilisons trahit cette mentalité. Nous parlons d'investir du temps, de dépenser de l'énergie, de gérer des relations. Nous avons appliqué la logique du capital et du marché à chaque recoin de notre existence. Les personnes deviennent des contacts, les expériences des opportunités de réseautage et la vie un projet à optimiser. Nous avons oublié le pouvoir du non. Dire non à un projet, à une invitation, à une exigence est un acte de souveraineté personnelle. C'est tracer une frontière et protéger votre espace intérieur, votre temps et votre énergie. Dans une culture qui glorifie le oui constant, le non est un mot révolutionnaire que nous devons réapprendre à prononcer sans culpabilité. Le silence est également devenu un luxe, ou pire, quelque chose à craindre. Nous le remplissons de musique, de podcasts, de bruit de fond. Mais le silence est la toile sur laquelle se peignent les pensées. Sans silence, pas d'introspection. Retrouver le silence, c'est retrouver une partie de notre esprit qui a été prise en otage par le bruit constant du monde moderne. Le corps est le premier à donner l'alerte. Maux de tête, problèmes digestifs, tension musculaire, insomnie. Ce sont des signes d'un système nerveux surchargé. Votre corps vous dit ce que votre esprit, endoctriné par la culture de la productivité, refuse d'admettre que vous avez dépassé vos limites et que vous devez vous arrêter. Cette culture n'affecte pas seulement les individus, elle empoisonne aussi les organisations. Elle encourage la compétition interne, la méfiance et un état d'urgence perpétuel qui empêche la planification à long terme et la créativité authentique. L'innovation réelle ne naît pas de la précipitation, mais de l'expérimentation, du jeu et de la possibilité de commettre des erreurs. Nous avons créé une société d'athlètes de la performance, s'entraînant constamment pour une compétition qui ne finit jamais et dont la récompense est simplement de pouvoir continuer à concourir demain. C'est un jeu conçu pour ne jamais être gagné, seulement pour être joué jusqu'à l'épuisement final. Le seul moyen de gagner est de refuser de jouer selon ses règles. Voyons la différence entre labeur et travail. Historiquement, le labeur était l'effort nécessaire à la survie, répétitif et sans fin. Le travail, en revanche, était de créer quelque chose de durable, une œuvre d'art, un bâtiment, quelque chose avec un début et une fin. Aujourd'hui, nous avons transformé tout travail en labeur infini, une série de tâches qui ne se terminent jamais. L'addiction à la dopamine est le mécanisme neurologique qui nous maintient accrochés. Chaque tâche accomplie, chaque notification, chaque like nous donne un petit pic de ce neurotransmetteur du plaisir. Les entreprises technologiques le savent et conçoivent leurs produits pour exploiter cette vulnérabilité de notre cerveau, nous maintenant dans un cycle de stimulation et de récompense. Nous devenons incapables d'apprécier le processus. Nous nous concentrons uniquement sur le résultat final. Une promenade en forêt cesse d'être un plaisir en soi et devient une opportunité de compter les pas et de brûler des calories. La préparation d'un repas se réduit à une tâche de nutrition efficace au lieu d'un acte de création et de plaisir. Le concept de temps de qualité est en soi un piège. Il implique que le reste du temps est de basse qualité, qu'il doit être supporté ou expédié. La vie ne devrait pas être divisée ainsi. Chaque moment, même le plus ordinaire, a le potentiel d'être vécu pleinement si nous ne sommes pas obsédés par le prochain point de notre agenda. Le remède ne réside pas dans une nouvelle application de productivité ou dans une retraite de week-end. Le remède est philosophique et profond. Il exige un changement de valeur, tant au niveau individuel que collectif. Cela signifie valoriser l'être par-dessus le faire, la connexion par-dessus la compétition et le repos non pas comme un outil, mais comme un droit. Il est fondamental de comprendre que cette culture n'est pas un accident. Elle sert des intérêts économiques très spécifiques. Un travailleur constamment insécure, qui se sent coupable de ne pas en faire assez, est un travailleur qui ne demandera pas d'augmentation, qui ne remettra pas en question les conditions de travail et qui acceptera des charges de travail déraisonnables comme un défi personnel. La pression se manifeste aussi dans la consommation. On nous dit que nous devons optimiser notre corps avec des compléments, notre esprit avec des cours en ligne, notre maison avec la dernière technologie. L'insatisfaction constante générée par la culture de la performance est le carburant parfait pour un système économique basé sur la consommation sans fin. Le vrai loisir, celui qui n'a pas de but, est un acte de résistance économique. C'est du temps qui ne peut pas être monétisé, qui ne génère pas de données, qui ne contribue pas au produit intérieur brut. Et c'est pourquoi le système le voit avec suspicion et nous a appris à le voir avec culpabilité. Revendiquer ce loisir est un défi direct à la logique du marché total. L'ironie est que la créativité et les grandes idées ne surgissent pas d'un emploi du temps chargé, mais des espaces vides entre les tâches. Une méta-analyse de plusieurs décennies de recherche sur la créativité a démontré que l'état mental détendu et non focalisé, souvent appelé rêverie, est crucial pour la résolution de problèmes complexes.
En étant toujours branchés, nous ne permettons jamais à notre cerveau d'entrer dans ce mode de fonctionnement par défaut qui est le lieu des connexions inattendues. Nous sommes tellement occupés à couper des arbres que nous ne prenons pas le temps de voir la forêt. La productivité forcée, paradoxalement, nous rend moins intelligents et moins innovants. Alors la prochaine fois que vous vous surprendrez à regarder dans le vide, en pleine rêverie, ne vous précipitez pas à reprendre le travail. Donnez-vous la permission de rester là un moment. Vous pourriez être au seuil de votre prochaine grande idée ou simplement vous exercerez votre droit fondamental d'être un être humain, pas une unité de production. Nous avons oublié l'art de la lenteur. Manger lentement, marcher lentement, parler lentement. La lenteur nous permet d'expérimenter le monde avec plus de profondeur et de détails. La hâte constante nous fait traverser la vie comme un touriste qui ne fait que prendre des photos sans jamais vraiment voir le paysage. La lenteur est une façon de se reconnecter à la réalité. Cette mentalité de la productivité nous prive également d'empathie. Lorsque nous sommes constamment pressés et concentrés sur nos propres objectifs, nous avons moins de ressources mentales et émotionnelles pour considérer les sentiments et les besoins des autres. Nous devenons des nœuds efficaces dans un réseau, mais nous perdons la capacité d'une connexion humaine authentique. L'antidote est la vulnérabilité. Admettre que nous ne pouvons pas tout gérer, que nous avons besoin d'aide, que nous sommes fatigués. Dans la société de la performance, la vulnérabilité est perçue comme une faiblesse. Mais en réalité, c'est la base de la confiance et de la communauté. C'est ce qui nous permet de cesser de rivaliser et de commencer à collaborer et à prendre soin les uns des autres. La comparaison sur les réseaux sociaux est l'accélérateur de ce feu. Nous voyons les versions éditées et réussies de la vie des autres et les comparons à nos coulisses chaotiques. C'est une comparaison injuste qui alimente notre insécurité et nous pousse à nous efforcer encore plus, non pas pour nos propres valeurs, mais pour maintenir une apparence. Cultiver un jardin secret intérieur est une stratégie de survie. Un hobby que vous ne monétisez pas, une pensée que vous ne partagez pas, un lieu où vous allez juste pour être en paix. Quelque chose qui est à vous et seulement à vous, immunisé contre la logique de la productivité et de l'exposition. C'est un sanctuaire pour votre moi authentique, loin du jugement externe. Il est important de reconnaître que le privilège joue un rôle. Pour certaines personnes, moins de repos et plus de travail n'est pas une option pour s'optimiser, mais une nécessité pour survivre. Cependant, l'idéologie de la productivité touche tout le monde, créant une pression culturelle qui fait que même ceux qui luttent pour le strict nécessaire se sentent coupables de ne pas faire plus d'efforts. La solution n'est pas individualiste. Si nous pouvons apporter des changements dans notre vie, la véritable libération viendra d'un changement culturel et structurel, de politiques qui protègent le droit à la déconnexion, d'entreprises qui valorisent le bien-être par-dessus la présence constante, et d'une éducation qui enseigne la valeur du loisir et de la réflexion. Nous avons atteint un point critique où la productivité est devenue contre-productive. Une main-d'œuvre épuisée, anxieuse et sans créativité n'est pas une main-d'œuvre efficace à long terme. Les entreprises les plus innovantes commencent à s'en rendre compte en mettant en œuvre des semaines de travail plus courtes et en encourageant le repos. Nous devons apprendre à voir l'ennui non comme un vide à combler, mais comme un espace pour être. C'est dans l'ennui que l'esprit vagabonde librement, établissant des connexions que la concentration focalisée ne permet pas. C'est le moment où le subconscient travaille sur les problèmes que le conscient ne peut résoudre. Embrasser l'ennui. La narrative du hustle, de la frénésie, qui est glorifiée dans la culture entrepreneuriale, est particulièrement néfaste. Elle vend l'idée que le sacrifice extrême, le manque de sommeil et l'absence de vie sociale sont le prix du succès. C'est une narrative qui célèbre l'autodestruction au nom de l'ambition, et c'est un mensonge dangereux. La vie contemplative, historiquement réservée aux philosophes et aux moines, devrait être un droit pour tous, non pas comme un état permanent, mais comme une dimension de la vie à laquelle nous pouvons accéder. Des moments pour réfléchir au but, à la moralité et au sens, au-delà de la prochaine tâche sur notre liste de choses à faire. Finalement, remettez en question vos propres critères de succès. Vivez-vous selon vos propres valeurs ou selon les valeurs que la société vous a imposées? Définir votre propre version d'une bonne vie, une qui inclut de la place pour l'imperfection, le repos et la joie sans but, est l'acte d'auto-affirmation le plus puissant qui existe. Cette pression commence très tôt. Les enfants ont des emplois du temps remplis d'activités extrascolaires, toutes conçues pour bâtir un CV compétitif pour l'avenir. Nous leur volons l'enfance, qui est le temps du jeu libre et non structuré, fondamental pour le développement de la créativité et des compétences sociales. Le résultat est une génération de jeunes très anxieux, qui ressentent une immense pression de réussir avant même de comprendre ce que cela signifie pour eux. Ils ont intériorisé l'idée que leur valeur en tant que personne dépend de leur réalisation académique et extrascolaire. C'est une charge immense pour de si jeunes épaules. Le langage de l'optimisation de soi nous amène à nous traiter comme si nous étions un projet d'ingénierie. Nous cherchons à hacker,
notre sommeil, notre alimentation, nos habitudes. Mais les êtres humains ne sont pas des machines à optimiser. Nous sommes des organismes complexes qui ont besoin de soins, pas de hacks. Nous avons besoin de compassion, pas d'efficacité. Le perfectionnisme est le compagnon de route de la productivité. Le besoin que tout soit parfait nous paralyse et nous épuise. Accepter le suffisamment bien est un acte de libération. Cela permet d'avancer, d'expérimenter et, le plus important, de terminer les choses et de se reposer au lieu de rester piégé dans un cycle interminable de révision. La gratitude peut être un puissant antidote. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas encore accompli, prenez un moment chaque jour pour reconnaître ce que vous avez déjà et ce que vous avez fait. Cela déplace l'accent de la carence et de l'ambition vers l'abondance et la satisfaction, calmant la voix intérieure qui exige toujours plus et plus. La culture du café et des boissons énergisantes est un symptôme visible de ce problème. Nous dépendons de stimulants chimiques pour maintenir un rythme de travail fondamentalement antinaturel et insoutenable pour nos corps. Nous empruntons de l'énergie à l'avenir et cette dette, tôt ou tard, devra être payée avec des intérêts. Rappelons les sociétés pré-industrielles. Leur concept du temps n'était pas linéaire et urgent, mais cyclique et saisonnier. Il y avait des temps de travail intenses, comme la récolte, mais aussi de longues périodes de repos et de célébration. Nous avons oublié que le repos n'est pas l'absence de travail, mais une partie intégrante et nécessaire du cycle de la vie. L'obsession de la productivité tue également la spontanéité. Tout doit être planifié, agendé, mis au calendrier. Nous laissons peu ou pas de place au hasard, aux rencontres inattendues, aux aventures qui naissent d'un détour non planifié. La vraie vie souvent se déroule dans ces marges non programmées. Et nous arrivons ici au tournant le plus sombre de cette idéologie. L'objectif final de la productivité constante n'est pas seulement économique. C'est un mécanisme pour nous empêcher d'affronter les grandes questions de l'existence. Qui suis-je? Quel est mon but? Qu'est-ce qu'une vie bien vécue? Ces questions font peur, et l'occupation est le narcotique parfait pour ne pas avoir à les écouter. Être occupé est l'excuse parfaite pour ne pas faire le difficile travail intérieur de la connaissance de soi. Il est plus facile d'optimiser une feuille de calcul que d'examiner nos peurs, nos tristesses et nos contradictions. La productivité devient une fuite de nous-mêmes, la forme d'évasion la plus socialement acceptée. Par conséquent, lorsque vous choisissez de vous arrêter, lorsque vous choisissez le silence, vous ne reposez pas seulement votre corps, vous ouvrez la porte à votre propre âme. Vous créez l'espace nécessaire pour que les vérités les plus profondes puissent émerger. C'est un acte de courage, car il exige d'affronter tout ce que nous avons évité avec notre occupation. La joie est différente du plaisir. Le plaisir est un coup rapide, comme celui d'une tâche accomplie. La joie est un état plus profond et durable qui se trouve souvent dans la connexion, dans la contemplation, dans l'être. La société de la performance nous offre des plaisirs infinis pour que nous oublions de chercher la vraie joie. Vous n'avez pas besoin de mériter votre droit d'exister. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous produisez. Vous êtes précieux simplement parce que vous êtes. C'est une vérité simple mais radicalement opposée à tout ce que notre culture nous crie chaque jour. Répétez-le jusqu'à ce que vous le sentiez dans vos os. Votre valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas de votre performance. Imaginez un futur où les biographies des gens ne se résument pas à leur réalisation professionnelle, mais à leur capacité à la gentillesse, aux moments de joie qu'ils ont partagés, à leur curiosité, à l'amour qu'ils ont donné et reçu. C'est le changement de paradigme pour lequel nous devons nous battre, un monde qui valorise l'être autant que le faire. Le chemin est long et nécessite un effort conscient pour désapprendre des décennies de conditionnement. Soyez indulgent avec vous-même dans ce processus. Il y aura des jours où vous retomberez dans le piège de la productivité. Ne vous punissez pas. Notez-le simplement, respirez profondément et réessayez le lendemain. Entourez-vous de personnes qui comprennent et partagent cette perspective. Créez une communauté de soutien où vous pourrez vous rappeler mutuellement la valeur du repos et célébrer les moments d'inutilité joyeuse. La pression sociale est forte et la contrer en groupe est beaucoup plus facile que de le faire en solitaire. Donc, en conclusion, la productivité constante n'est pas seulement un mantra qui nous empêche d'être, c'est une maladie de l'âme de notre société. Une maladie qui nous épuise, nous isole et nous distrait de ce qui compte vraiment. La reconnaître est le premier pas vers la guérison. Votre vie est bien plus qu'une liste de choses à faire. C'est une œuvre d'art à être vécue, une expérience à être ressentie, un mystère à être exploré. Ne laissez pas la tyrannie de l'efficacité vous voler l'opportunité de la vivre vraiment. Revendiquez votre droit d'être simplement et merveilleusement humain. La prochaine fois que vous ressentirez la pression d'optimiser votre temps, demandez-vous, l'optimiser pourquoi? Et pour qui? Souvent, la réponse révèle que nous servons un idéal que nous n'avons pas consciemment choisi. Prendre le contrôle de votre temps, c'est prendre le contrôle de votre vie. Redéfinissez la paresse. La paresse n'est pas l'absence d'activité, mais souvent le refus de participer à une activité dénuée de sens ou déshumanisante.
Parfois, la paresse peut être une forme de sagesse, un signe que votre esprit et votre corps résistent à quelque chose qui n'est pas aligné avec votre bien-être. Observez les enfants jouer. Ils le font avec une absorption totale, sans objectif final, autre que le jeu lui-même. C'est l'essence de ce que nous avons perdu, la capacité de nous immerger dans une activité pour le pur plaisir de la faire. Retrouver cette capacité de jouer dans notre vie adulte est un acte de guérison. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits actes. Éteindre les notifications de votre téléphone, prendre 5 minutes pour regarder les nuages, lire un poème sans l'analyser, écouter une chanson entière, les yeux fermés. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des besoins humains fondamentaux que nous avons oubliés. Le système nous veut prévisibles et quantifiables. Mais l'essence de l'être humain est d'être un peu chaotique, imprévisible et mystérieux. Embrassez votre propre complexité. Vous n'êtes pas un problème à résoudre ni un système à optimiser. Vous êtes un univers à découvrir. Donnez-vous la permission de l'explorer. L'épuisement est en fin de compte une déconnexion. Déconnexion de notre corps, de nos émotions, des autres et de la nature. Le remède, par conséquent, doit être la reconnexion. Revenir habiter notre corps, écouter nos émotions, cultiver nos relations et passer du temps dans le monde naturel. En résumé, la guerre contre la productivité ne se gagne pas en luttant plus fort, mais en s'abandonnant sagement. En s'abandonnant aux besoins de repos, en s'abandonnant à notre propre humanité imparfaite et en s'abandonnant à l'idée que nous sommes déjà suffisants ici et maintenant, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit de plus pour le prouver. Alors je vous invite à prendre une pause, pas demain, pas pendant vos prochaines vacances, mais maintenant même. Juste un instant. Inspirez profondément, expirez. Sentez le simple, profond et révolutionnaire plaisir d'être en vie sans aucune autre condition. Un immense merci pour votre temps et votre attention. Ce fut un véritable honneur d'explorer ces idées avec vous. J'espère que cette réflexion vous servira de permission pour être plus indulgent et compatissant avec vous-même dans ce monde si exigeant. Si vous voulez continuer à questionner les vérités cachées de notre société, abonnez-vous et rejoignez cette communauté d'esprits curieux. Maintenant, j'aimerais vous lire. Quelle est la première chose que vous ferez pour revendiquer votre droit à simplement être? Commentez votre plan.